Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Madame Fatou Fall. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes analyste en défense et sécurité, chercheuse en sciences politiques. On va s'arrêter là. Tout à fait. Tout à fait. C'est un plaisir pour moi d'être là et je salue nos chers téléspectateurs et téléspectatrices et internautes qui nous suivent à travers le monde. Alors, on va parler de la situation nationale au plan aussi bien politique que social. Mais d'abord, l'actualité judiciaire avec ce procès Ousmane Sonko, Adji Sarr. Ousmane Sonko qui n'a pas déféré à la convocation de la justice, qui est donc jugée par contumace. Globalement, c'est quoi votre analyse de cette situation ? Alors, globalement, étant donné que dans le fond, nous ne pouvons pas encore nous prononcer puisque c'est un procès en cours, mais dans la forme, par rapport déjà au fait qu'en tant que justiciable, pour moi, il s'agit de se défendre au niveau des tribunaux et pas dans la rue. Ma position, moi, c'est tout simplement que je considère qu'il aurait pu tout simplement répondre à cette convocation, d'autant plus qu'il s'agit de renforcer les institutions, de ne pas fragiliser notre justice, de donner le bon exemple en tant que leader, parce que lorsqu'on aspire à diriger un État, pour moi, il faut donner le bon exemple. Et je ne vois pas de raison pour laquelle il n'a pas répondu à cette convocation. D'autant plus que ses avocats disent qu'il n'a pas reçu la citation. Bon, ça c'est l'avis de ce qui a été récusé par le président du tribunal, aussi bien par le procureur également. Mais c'est également parce que la justice est souvent chahutée. On parle de problèmes de séparation du pouvoir et autres. Est-ce qu'il n'y a pas une défiance, effectivement, un manque de confiance entre les justiciables et la justice? Vous savez, pour moi, au niveau de tous les corps, il y a à faire et à refaire. Mais il y a des institutions dans un État qu'on ne fragilise pas, et surtout la justice d'un pays. Vous l'avez dit, la séparation des pouvoirs. Oui, nous les politistes, nous réfléchissons beaucoup sur ces questions. Nous exigeons d'ailleurs à ce qu'il y ait une séparation des pouvoirs pour beaucoup plus de justice sociale. Mais il demeure que pour une affaire privée, le justiciable quand même doit se rendre au niveau du tribunal pour édifier non seulement le peuple par rapport à cette question, parce qu'il faut le dire, c'est une affaire privée qui malheureusement a pris des proportions qu'elle ne devait pas prendre. Peut-être aller plus au fond. Quant aux réformes qu'il faut peut-être initier, pour vous, est-ce le modèle américain qui est le meilleur ou comme on a calqué nos institutions sur la France, est-ce qu'il faut séparer, couper le cordon ombilical entre la chancellerie et par exemple le parquet, comme on dit? Pour moi, c'est une question qui mérite la réflexion, une réflexion approfondie et par tous les corps, parce que les pouvoirs ne sont que le reflet de la société. Et on ne peut pas du jour au lendemain décider d'une cession totale. Pour moi, il faudrait que tous les corps, ainsi que la société civile, se joignent à cet effort de réflexion pour que l'on puisse atteindre quand même une séparation de pouvoir. Et faire les réformes nécessaires. Voilà. Alors, on va parler de la situation nationale, comme justement de la tension qui découle de tous ces contentieux politico-judiciaires, on va dire, qui déteignent ces tensions, qui déteignent donc sur le plan économique également, sur l'activité. Selon vous, qu'est-ce qui est la cause de tout cela également? Bon, déjà, il s'agit de déplorer cette situation, parce que c'est quand même grave pour une affaire privée que des écoles soient fermées, des enfants qui restent à la maison. Des commerces fermés, une économie menacée. Ce genre de situation, on rencontre ce genre de situation dans des pays en guerre. Et le Sénégal n'est pas un pays en guerre. Par contre, cette tension politique est à surveiller
surveiller de très près, de très très près, parce que nous sommes quand même dans une zone sécuritaire assez fragile, dans la mesure où nous savons que des pays se sont embrasés pour beaucoup moins. Et il y a des morts d'hommes. Ce qui se passe à Ziguinchor est tout à fait inacceptable. L'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'en tant que femme, en tant que jeune, nous déplorons tout simplement une certaine attitude d'une certaine jeunesse. Nous voulons une jeunesse responsable qui s'oppose, oui, mais dans le respect des institutions, mais surtout le respect des biens et services publics. Parce que détruire quand même des biens et services publics qui nous appartiennent, que nous utilisons, que nous usons tous les jours, pour moi, c'est inacceptable dans cet état. Mais c'est un mal-être que cette jeunesse exprime également, peut-être pas de la façon, de la meilleure des façons, pas de façon idoine, mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour ces jeunes? Justement, c'est là que devraient intervenir certaines organisations, comme les organisations de la société civile. C'est vrai qu'il y a le F24, nous saluons cette initiative, mais pour moi, il ne s'agit pas seulement d'avoir des organisations qui s'activent dans la défense des droits, dans la gouvernance ou dans la prévention des conflits. Kofi Annan avait l'habitude de dire qu'il n'y a pas de développement sans paix, ni de paix sans développement. Ce qui veut dire que toutes les organisations qui se meuvent sur le territoire sénégalais doivent être conscientes de l'enjeu et tout simplement s'engager, mobiliser les forces pour apaiser cette tension. Mais cette tension ne peut pas être apaisée si les jeunes qui sont au devant ne sont pas associés à cette question. Il faudrait cibler des leaders de ces mouvements et les associer à la discussion, les appeler au dialogue, les appeler à beaucoup plus de retenue et aussi aller dans un sens où on sensibiliserait peut-être les leaders politiques afin qu'ils aient des attitudes beaucoup plus responsables parce qu'ils ont des jeunes qui les suivent. Il y a aussi les organisations féminines. Pour moi, je ne trouve pas que les organisations féminines sont assez impliquées dans cette prévention par rapport à cette tension politique, dans cette recherche de stabilité du pays. Il ne s'agit pas juste de soutenir une présumée victime de viol, c'est tout à fait légitime. Mais nous attendons vraiment à ce que les organisations féminines s'engagent plus dans cet appel au dialogue, dans cet appel à la stabilité. Parce qu'il faut le dire, le Sénégal est constitué à majeure partie de femmes, plus de 52% de femmes. Quel est le rôle de ces femmes? Quel est le rôle de ces jeunes? Un engagement beaucoup plus consistant de la société civile, des jeunes et des femmes qui représentent la majeure partie de la population. J'ai retenu dans votre propos dialogue, on va en parler tout à l'heure. Mais parlant des femmes qui sont effectivement parmi les couches les plus vulnérables avec les enfants, souvent victimes collatérales des débordements politiques, je vais les appeler comme ça, ou des dérives qui découlent de cette politique. Pour vous, quelles sont au-delà de l'engagement que vous appelez, les conquêtes pour les femmes? Les conquêtes, elles sont nombreuses. Nous saluons. Vous en avez pas assez avec la parité, les autres. Il ne s'agit pas juste. Il s'agit pas juste. Et d'ailleurs, j'en viens parce que il faut déjà féliciter ces femmes qui s'engagent de plus en plus, encourager celles qui sont là, qui quand même abattent un lourd travail, mais aussi encourager les autres qui sont dans l'ombre, qui hésitent à s'engager, qui hésitent à se prononcer, qui hésitent à mobiliser leurs efforts pour avoir un meilleur résultat. Et pour moi, ce pays ne peut pas se développer sans les femmes. Aucun pays au monde ne s'est développé sans les femmes. Et il faudra qu'il y ait vraiment beaucoup plus leur présence au niveau des instances de décision, mais aussi au niveau des instances de négociation. Parce qu'il faut le dire, au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest où il y a eu des tensions, nous avons vu comment dans les processus de réconciliation, dans les processus de stabilisation, avec notamment l'utilisation des radios communautaires, comment les femmes ont joué un rôle dans la stabilisation des régions à conflit. Pour moi, les femmes ont un rôle important, déterminant à jouer dans cet apaisement de cette tension politique au Sénégal. Alors, après les dames, parlons, comme vous l'avez dit, du dialogue, même si, avant de parler du dialogue, le rôle justement de la société civile dans ce dialogue, appelé par le président de la République à l'occasion de la Korité, vous voyez quel rôle jouer donc la société civile jouer quel rôle? Oui, les initiatives de la société civile sont là, elles sont bien présentes, elles sont à saluer. Par contre, je trouve qu'elles devraient être beaucoup plus engagées, beaucoup plus présentes. Parce que nous remarquons quand même au niveau de la société civile... Excusez-moi, est-ce que le discours n'est pas parasité justement
par l'engagement de plus en plus politique, entre guillemets, de cette société civile, que certains traitent même de partisane. Oui, mais justement, ça pose la question du leadership. J'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, au niveau de tout corps, vous devez avoir des leaders qui forment des leaders, qui attirent des leaders. Et si au niveau de la société civile, déjà, vous remarquez, c'est quasiment toujours les mêmes personnes qui s'activent autour des tentatives de dialogue. Je suis désolée de le dire, mais pour moi, on devrait de plus en plus former les plus jeunes, les associer et les mettre au devant de la scène. Bien sûr, avec une sorte peut-être de conseil de sages de la société civile derrière pour encourager les initiatives et faciliter le dialogue. Et d'ailleurs, on le reproche souvent de reprocher aux politiques d'être souvent très longtemps en place, le manque d'alternance. Mais à leur niveau aussi, dans leur structure, on constate que ça ne bouge pas beaucoup. Ce sont les mêmes qui sont en place depuis 20, voire un peu plus, 25, 30 ans, à la tête de leur structure. Là également, on leur oppose cet argument de la démocratie au niveau de leur structure. Mais tout à fait. Et c'est ce qui crée une situation de frustration au niveau de la jeunesse, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des autres entités. Mais quand même, il faut le dire, de plus en plus, les jeunes s'engagent, peut-être sous d'autres termes, sous des termes d'activistes, de blogueurs et tout. Mais moi, je pense que voilà, au niveau aussi bien des autres corps qu'au niveau de la société civile, les jeunes doivent être beaucoup plus engagés et motivés. Mais par ailleurs, il faudrait qu'il y ait une collaboration quand même assez étroite avec les gouvernants. Et ça me permet tout simplement d'aborder la question du respect des droits humains, du respect de la liberté d'expression, mais aussi du droit de s'opposer, toujours dans le respect des institutions. Mais justement, ça pose problème. Souvent, on dit qui est détenu politique, par exemple, parce que c'est dans l'air du temps, ces derniers temps, qui est détenu politique et qui ne l'est pas. Ça pose souvent un débat. Il y a beaucoup de jeunes dans les prisons, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'y retrouver? Et cela pose ce problème de qui l'est, qui ne l'est pas. Et bon, cela tire dans tous les sens. La situation est là. Et nous la déplorons. Il y a trop d'arrestations dans ce pays, ça il faut le dire. Mais je pense qu'on devrait voir dans le fond pourquoi il y a toutes ces arrestations. Est-ce que réellement ce sont des détenus politiques? Certes, il y en a. Quelle est la proportion? Je ne saurais le dire. Je ne suis pas habilitée peut-être à me prononcer sur certaines questions puisque je ne dispose pas des dossiers de ces personnes. Mais je pense qu'on devrait vraiment réfléchir sur cela parce que c'est quand même très grave. Dans un pays, nous remarquons que même les élites hésitent à s'exprimer. Elles doivent s'exprimer, mais elles hésitent à s'exprimer parce qu'elles se disent... c'est le problème. Voilà, mais déjà, par rapport à la liberté d'expression, nous remarquons qu'il y a une sorte d'imposition de la pensée, une sorte d'orientation de la pensée. C'est comme si la neutralité n'était plus un choix. Nous avons le droit d'être neutres, mais est-ce que tous les corps ont le droit d'être neutres? Pour moi, non. Les élites n'ont pas le droit d'être neutres. Les organisations de la société civile n'ont pas le droit d'être neutres parce que tout simplement, ce sont des leviers de régulation de cette société. Alors, Madame Fatou Fall, nous profitons de l'occasion. Vous êtes également analyste en défense et sécurité. Ce contexte de ceinture de feu qui entoure le Sénégal, je vais même dire ce contexte djihadiste avec la porosité des frontières, le péril de l'Est avec nos voisins et frères maliens. Comment faire face à ce péril djihadiste qui est à notre porte à la recherche d'une façade maritime? Je le disais tantôt, c'est très inquiétant ce qui se passe parce que des pays se sont embrasés pour beaucoup moins. Et nous avons une progression djihadiste quand même assez importante vers les pays côtiers. Le Sénégal est un pays qui est dans le viseur parce que nous savons que les tensions politiques souvent dérapent en conflit. D'autant plus que c'est un État qui va vers une exploitation prochaine de ces hydrocarbures. Mais à côté, nous remarquons une mobilisation des forces de défense et de sécurité pour une stabilisation, pour un maintien de l'ordre dans un État, tout simplement pour une affaire privée. Et ça, c'est très déplorable. Et je pense que là, il est impératif que toutes les couches s'activent
afin de faciliter le travail aussi aux forces de défense et de sécurité. Parce qu'il faut le dire, nous avons toujours ce problème au niveau des frontières, les questions de porosité des frontières, et qui nous exposent davantage, d'autant plus que nos priorités semblent être partagées au lieu d'être focalisées sur tout simplement cette situation sécuritaire qui inquiète plus d'un. Nous touchons du bois, hein, mais qu'est-ce qui explique également que jusqu'à présent, qu'on soit épargné par ce qui se passe dans les pays voisins, bon, pour ne pas nommer ce que vous savez? Bon, écoutez, il faut quand même aussi saluer le travail effectué par les forces de défense et de sécurité, parce qu'elles travaillent jour et nuit pour assurer notre sécurité. Il y a aussi les missions coordonnées qui existent avec les États frontaliers quand même pour filtrer beaucoup de situations qui pourraient dégénérer au niveau des frontières. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être la main divine, ça il faut le dire, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce sont ces tensions politiques justement qui mènent à certaines dérives, à certaines aggravations de situation, et on ne le souhaite pas pour notre pays. Nous aimons beaucoup ce pays. Vous êtes partante pour le dialogue? Bien évidemment. Prochaine, le 30 mai, hein, qui se passe le 30 Bien mai. évidemment. Et je pense que tous les jeunes, toutes les organisations de la société civile le sauront aussi. Et vous irez avec quel terme de référence si vous êtes convié? Écoutez, moi je suis active au niveau de l'ex-Africa, Leadership, Éthique, Gouvernance, Stratégie pour l'Afrique. Et nous avons sorti un communiqué justement pour appeler à des efforts plus conséquents pour la stabilité de ce pays, à l'arrêt des violences que nous remarquons par rapport au type de manifestations assez violentes au niveau du Sénégal. Et oui, en tant qu'organisation de la société civile, nous nous positionnons pour ce dialogue. Madame Fatou Fall, merci. Vous êtes analyste en défense et sécurité, chercheuse en sciences politiques. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.